Bonjour à toutes et à tous et bonne année. Merci d'être venus. Nous continuons notre séminaire au sein de la chaire de philosophie de l'Hôtel Dieu et nous débuterons cette année 2017 avec Marc Crépon qui en fait partie du conseil scientifique de la chaire et qui est aussi mon directeur de thèse. Pour rappeler, nous avons commencé en septembre 2016 et avec les différents intervenants, on a traité toujours les questions qui ont eu en commun comme fil conducteur les questions de comment fonder la relation avec l'autre, avec les institutions et avec la cité. Notamment, c'était avec Fabienne Bruffer et l'éthique du Caire. Est-ce que l'éthique du Caire pourrait apporter aux institutions hospitalières, mais plus largement à toutes les institutions? Avec Luigi Flora, l'expérience des patients chercheurs et comment un apprentissage qui permettra d'exprimer les expériences vécues des patients améliorera l'institution hospitalière. Après, avec Dan Ferran-Beckman, on a parlé du rôle des bénévoles et la compassion exprimée par leur engagement. Avec Laure Barriras, on a traité le rapport de l'autre à travers Jean Kelevitch et sa pensée. Et l'utilisation on a mis l'accent et mis en valeur l'utilisation des pronoms qu'on choisit pour parler de l'autre, parce que cela veut déjà dire la relation qu'on construit avec l'autre. Avec Marie Denzel, les mêmes questions en fin de vie et le besoin de la compassion, de l'attention et de rapport à l'autre assez particulier à travers une distance qu'elle nomme distance intime. Une approche de distance intime avec cet autre. Et on a fini avec la médecine narrative avec François Goupy, Dominique Béguet et Thierry Depuy-Montbrun. Et c'était toute la question du récit et comment le récit peut à la fois être le récit d'une violence ou le manque de récit peut être vécu comme une violence. Quand on n'a pas, par exemple, dans une situation, quand on est dans un hôpital, on n'a pas l'opportunité de s'exprimer, de se raconter, que cela peut souvent être vécu comme une violence, mais aussi l'espoir d'un récit du soin, d'être capable des deux côtés, parmi les soignants ainsi que les soignés, d'être reconnu dans son propre discours qui raconte le vécu de cette maladie, car la maladie n'est jamais une expérience déconnectée de la vie de l'individu. On veut aussi redire nos remerciements à Cynthia Fleury, notre co-directrice de thèse, et celle qui a organisé et instauré cette chaire de philosophie, pionnière, première au monde, pionnière en France. Et merci à vous tous de nous avoir suivis en 2016 et d'avoir continué en 2017. Bonjour Marc Crépon, merci d'être ici avec nous. Vous êtes normalien agrégé de philosophie, directeur de recherche au CNRS et vous dirigez le département de philosophie de l'École normale supérieure de Paris. Vos réflexions s'inscrivent en philosophie morale et politique contemporaine. Vous avez notamment publié, si on compte son bon 19 ouvrages, parmi lesquels les géographies de l'esprit, enquête sur la caractérisation des peuples de Leibniz à Hegel, l'imposture du choc des civilisations, terreur et poésie, Derrida, la tradition de la philosophie avec Frédéric Worms, la culture de la peur, la philosophie face à la violence. Et nous avons choisi pour ce séminaire de nous concentrer plus particulièrement sur deux de vos ouvrages qui sont Le consentement meurtrier paru en 2012 et L'épreuve de la haine, essai sur le refus de la violence paru fin 2016. Toute votre pensée semble converger et se tisser autour de la nécessité d'une éthique cosmopolitique. Autrement dit, comment la responsabilité universelle du soin, de l'attention et du secours qu'exige de partout et pour tous la vulnérabilité et la mortalité d'autrui pourrait fonder une appartenance commune au monde. Vous souhaitez notamment défendre le principe de non-violence face aux épreuves de haine, face aux expériences individuelles et collectives de la violence, face à l'irruption d'une violence potentiellement durable. Vous proposez ainsi dans votre dernier ouvrage une analyse de la violence davantage par ses effets que par ses causes, puisque ce sont les effets de la violence qui transforment notre rapport au monde, notre relation au temps, à l'espace et à la totalité qui nous entoure. En effet, la violence
provoquent l'indignation, la compassion et la hantise de la répétition, des passions négatives, de peur et de haine, pouvant entraîner un besoin de justice, de violence et de protection. Et ce traumatisme lié à la violence peut offrir un terrain de prédilection à toute simplification de la pensée. Mais surtout, comme vous le dites, elle change la perception que nous pouvons avoir de notre appartenance au monde. Donc, comment constituer un levier, éveiller l'indignation, la honte et la révolte pour transcender les divisions, pour échapper à la violence et surmonter la haine. Vous soulignez pour cela l'importance d'une articulation entre politique et morale, tout en montrant que cette articulation n'a rien d'évident. En effet, vous dites que par rapport aux intérêts politiques, la conviction de la morale peut avoir très peu de poids. Ce qui pose en effet problème, c'est quand l'invocation de préceptes moraux devient la source de violence, de cruauté et de justification. Violence au nom de principes moraux, violence au nom de la justice. La morale n'est donc pas exempte de compromission avec la violence, tant qu'elle reste liée à des appartenances particulières, religieuses, nationales, ethniques, et qu'elle est aussi liée à des instrumentalisations politiques. Donc selon vous, il est nécessaire d'énoncer des conditions de l'universalité de la morale, des principes de législation universelle, car toute morale qui se compromet avec la violence n'est plus une morale, mais devient un instrument de pouvoir. Finalement, comment éviter de répondre à la violence par la violence? Comment mobiliser contre la haine et contre la violence des ressources spirituelles et morales étrangères aux stratégies et aux calculs politiques? Vous choisissez pour cela de faire appel à des voix du passé qui ont fait l'épreuve d'expériences de haine dans un autre temps, un autre contexte, et en puisant notamment dans l'engagement de Gandhi une force d'injonction morale et spirituelle. Vous tentez aussi de penser comment le refus de la violence peut-il être un principe constituant de notre appartenance au monde. Et avant de poursuivre cette réflexion, je voulais vous poser une question très simple, qui était comment finalement vous définissez la violence, sachant que la violence semble être toujours définie comme une violation de relation, violation d'un tissu relationnel. Et ainsi, finalement, est-ce que la violence et le soin dont vous parlez, enfin le soin qui serait une réponse à la violence, est-elle nécessairement transitive? C'est-à-dire, est-ce qu'elle s'éprouve forcément dans une relation? Est-ce que c'est forcément une violence de l'un contre l'autre? Est-ce que c'est forcément une injection extérieure d'un autre qui autoriserait une violence sur soi? Par exemple, je pensais soit aux attentats suicides qui impliquent la violence, enfin la mort intentionnelle de son auteur, mais même l'immolation de certaines personnes qui finalement peuvent être des formes de violence envers soi. Je ne sais pas du coup si c'est le bon terme. Et est-ce que même des revendications comme des grèves de faim, c'est pas finalement un moyen de protestation dit de non-violence, mais est-ce qu'il n'y a pas forcément une violence contre soi-même à ce moment-là? Et voilà, vous parlez parfois de se faire violence, et est-ce qu'on peut parler aussi de violence dans des cas de suicide ou des cas d'autodestruction? Bon, alors merci d'abord beaucoup de votre invitation. Je suis très, très content d'être là. Je suis très content aussi de retrouver dans l'assistance plein de visages de doctorants que j'ai l'habitude de voir dans les couloirs ou dans les salles de cours de l'école normale supérieure. Donc, je les remercie aussi d'être là. Je remercie tout le monde d'être venu ce soir. Donc, je vais commencer. Je pensais partir de l'éthique cosmopolitique, mais puisque vous m'interrogez d'entrée de jeu sur la violence, qui est effectivement au cœur de ce dernier livre, là, publié au mois d'octobre dernier, L'épreuve de la haine, essai sur le refus de la violence, je vais donc commencer par vous répondre sur la violence. La violence, c'est très étrange parce qu'il est dans la tradition philosophique, dans la tradition des sciences humaines en général, partout question de violence. La violence est partout, elle est dans les textes de sociologie, dans les textes de philosophie, dans les sciences politiques. Et en même temps, il est très difficile d'en trouver une définition. Il est très difficile de voir pourquoi est-ce qu'on parle de violence, aussi bien pour désigner les violences conjugales, les violences des parents sur les enfants, enfin toutes les violences dans le milieu scolaire, les violences dans la cour de récréation, et puis des violences extrêmes, celles des guerres, celle à laquelle notre société a été confrontée ces dernières années avec les attaques terroristes.
Donc on utilise un même terme pour parler de toutes ces traumatismes-là. Qu'est-ce qui l'autorise? Quel est le dénominateur commun de toutes ces formes donc de violence qui fait qu'on les désigne par un même terme? Si, s'il est si difficile de trouver une définition commune de la violence, c'est parce que la pente naturelle des sciences humaines en général, c'est d'aborder la question de la violence à partir de ses causes. Tant qu'on aborde la violence à partir de ses causes, d'abord on lui trouve pas des justifications, on rentre dans la spirale sans fin de la discussion, de savoir si il y a des formes de violence justifiables ou non. Donc il faut échapper, pour arriver à cette définition, à ce dénominateur commun, à une définition de la violence par ses causes, et ce que je propose, c'est d'essayer de la penser à partir de ses effets. Quel est le dénominateur commun? Qu'est-ce que fait toujours la violence sur les corps et sur les esprits? Eh bien, je crois que la première chose qu'elle fait, c'est de détruire la confiance. Toutes les relations, l'identité de tout individu se définit comme un réseau de relations, comme la résultante des relations qu'il entretient avec les êtres qu'il croise au quotidien, ceux qu'il rencontre, les espaces qu'il traverse, les lieux qu'il habite. Nous avons besoin que ces relations se perpétuent dans le temps, c'est-à-dire ce qui fait que notre identité se poursuit dans le temps, qu'elle est assurée d'elle-même, c'est que ces relations se perpétuent. Et ce qui fait que ces relations peuvent se perpétuer, c'est la confiance sur laquelle elles sont. Elles ont besoin, pour se perpétuer, d'un minimum de confiance. Ce que fait la violence, partout où elle se déploie, c'est de détruire cette confiance. Qu'est-ce qui se passe dans un couple quand la violence fait irruption? Eh bien, l'espace intime qui ne peut rester ce qu'il est qu'avec un minimum de confiance, voit tout à coup cette confiance disparaître. Qu'est-ce qui passe quand la violence fait irruption au sein d'une famille, entre des parents et des enfants, avec cette forme de maltraitance qui sont malheureusement, qui reviennent malheureusement si souvent sur le devant de la vie? C'est pareil, c'est cette forme de confiance qui se voit brisée. Donc, la violence, son dénominateur commun. Qu'est-ce qui s'est passé avec les attentats terroristes ces 2 dernières années? Elles ont immédiatement fragilisé la confiance que nous pouvions avoir, d'abord les uns envers les autres, dans l'espace collectif. Elles ont fait apparaître entre les communautés des formes de suspicion, de méfiance, de défiance, qui sont le contraire même de la confiance. Et puis aussi, elles ont fragilisé la confiance que nous avions avec les espaces publics que nous fréquentons, avec les transports que nous prenons, avec les salles de spectacle, les cafés. Donc je crois que c'est cela que détruit toujours la violence, c'est cette forme de confiance qui est indispensable à l'entretien des relations humaines dont est faite toute existence. Merci. Donc, si c'est qu'une confiance brisée qui en résulte, est-ce que ça serait peut-être d'aller un peu trop loin, de prendre aussi le concept de Simone Weil qu'elle utilise quand elle dit que la violence, c'est ce qui fait de quiconque lui est soumis une chose? Alors, c'est... oui, parce que il y a derrière toute forme de violence, il y a un processus de réification. C'est-à-dire que lorsque la violence s'exerce sur les corps, lorsqu'elle s'exerce sur les esprits, elle ne les prend plus comme des individualités appelant justement toutes ces formes de respect dont on parlera un peu plus tard, mais elle les réifie. Elle peut les réifier de bien des façons. Si je prends par exemple les violences extrêmes et les violences collectives, ces violences extrêmes et ces violences collectives, elles procèdent toujours d'une abstraction.
C'est-à-dire, en réalité, on peut dire que tout individu singulier, et là c'est un concept que j'emprunte à la philosophie d'Emmanuel Lévinas, tout individu singulier, ce qui fait sa singularité même, c'est son infinité. C'est-à-dire qu'il ne peut se réduire à rien de ce que j'en sais, rien de ce que j'en connais, aucune caractéristique que je lui attribue. Il dépasse par sa singularité et son affinité même tout ce que je peux prétendre en connaître et en posséder. C'est toujours évidemment cette infinité-là que la violence remet en question et qu'elle détruit. C'est-à-dire que il y a, je prends notamment par exemple dans ces phénomènes de violence collective, c'est vrai aussi de la violence terroriste, hein, il y a quelque chose qui consiste toujours à réduire l'autre à une abstraction. Aujourd'hui, on a beaucoup commémoré tout au long de la journée, tout au long de la matinée. Et évidemment, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ça en sachant que je venais ici ce soir. On a commémoré les attentats d'il y a 2 ans dans les locaux de Charlie Hebdo et dans l'épicerie cachère de la porte de Vincennes. Qui était-il pour les terroristes qui ont mis fin à leur vie, qui se sont pris? Qui étaient-ils les journalistes de Charlie Hebdo, les clients de l'épicerie cachère? Ils étaient des abstractions. Ils n'étaient pas des individualités. Ils n'étaient pas des singularités. Vous vous souvenez de cette vidéo qui est tournée en boucle et qu'on a vue des centaines de fois des frères Kouachi sortant des locaux de Charlie Hebdo, disant on a tué Charlie Hebdo. Que savait-il de l'individualité, de la singularité de chacun des personnes, Bernard Maris, Cabu, Wolinski et les autres, Charb, etc., dont ils ont, Tinous, qu'ils ont assassiné? Que savait Charlie Koulibaly des clients de l'épicerie cachère? Absolument rien. C'était des abstractions. Lorsqu'il crie on a tué Charlie Hebdo, il ne dit pas on a tué Charb, l'individu Charb qui est une singularité, puis alors on a tué. Et dans le fond, c'est aussi le ressort de la violence génocidaire, c'est le ressort de toutes les formes de violence collective, c'est qu'elles ne savent pas ce qu'elles détruisent, qui elles détruisent. C'est-à-dire que l'individualité absolument singulière qu'elles détruisent, elles la réduisent à une abstraction, c'est vrai des pogroms, c'est vrai de toutes ces formes de violence. Donc, en un sens, lorsque Simone Veil dit qu'il y a derrière toute violence une forme de réification, on peut le comprendre, parce que la violence fait d'abord de celui sur lequel elle s'exerce le matériau de l'exercice de sa force. Donc, c'est aussi, mais c'est vrai, y compris des violences psychologiques. C'est-à-dire quand une violence psychologique qui s'exerce comme quelqu'un, c'est un jeu qui réduit l'autre à l'objet de ce jeu. Voilà. Encore plus loin de vraiment devenir une chose dans le sens littéraire, si la violence exerce jusqu'à tuer l'autre, l'autre devient un cadavre, et donc effectivement c'est ce que Simone Veil dit aussi. Une chose. Tout à fait. Donc, ce que vous dites, c'est que la violence ignore toujours la singularité. Oui. Et je trouve qu'il y a un très bel exemple dans votre livre, Le consentement meurtrier, quand vous citez Camus, elle est juste. La conversation entre Kalaïev et Dora, ce n'est pas lui que je tue le despotisme. Bien sûr, il faut tuer le despotisme, mais je ne connais pas le grand-duc et ce serait moins facile si, pendant ce temps, il était assis devant moi. Toi, tu vas le voir de près et de très près. Donc là, vous expliquez le besoin d'abstraction dont la violence a toujours besoin, l'idée abstraite de cet autre, même de l'ennemi, la création de l'ennemi. Ce que chez Lévinas, c'est aussi évoqué par les explications derrière le visage et comment la confrontation face à face avec le visage empêche cette sorte d'abstraction. Et donc, on s'est demandé si passer de l'abstraction et remettre la singularité en valeur empêcherait ça sera une première pas de l'utiliser dans les discours
pour empêcher la violence, pour passer des chiffres abstraites à... Alors, non, je vois bien le sens de votre question. Quand je parle de la nécessité d'analyser la violence par ses effets et non par ses causes, c'est parce qu'évidemment, toute analyse de la violence par ses effets remet de la singularité dans l'analyse. Parce que ce que la violence détruit, c'est jamais des entités collectives, c'est jamais les koulaks en général, c'est jamais les juifs en général, c'est une addition de singularité. C'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, etc. Donc quand vous analysez la violence par ses effets, vous redonnez droit au fait que ce qui est détruit, c'est toujours d'abord des identités singulières et des relations singulières. Vous, quand dire que tuant quelqu'un ou meurtrissant quelqu'un ou blessant quelqu'un, vous le blessez aussi dans l'ensemble des relations qu'il entretient avec les autres et avec ses proches. C'est la raison pour laquelle, par exemple, que ce soit dans le consentement meurtrier ou dans l'épreuve de la haine et aussi dans la vocation de l'écriture que j'avais publiée entre les deux, je m'appuie beaucoup sur la littérature. Je m'appuie beaucoup sur la littérature, sur les témoignages, parce que précisément ce que fait la littérature et ce que rendent les témoignages, c'est la force de cette singularité. Et c'est la différence entre lire aussi nécessaire soit-il et même indispensable. C'est la différence entre évidemment une étude sociologique, entre un travail d'historien qui vont nous donner des chiffres, qui vont nous permettre de comprendre la violence par ses causes, mais aussi par ses effets globaux ou généraux, et ce que rend possible la littérature et le témoignage. Du coup, comment remettre de la singularisation face du coup à cette abstraction que crée la violence, en passant par une notion qui peut paraître a priori abstraite, celle d'appartenance au monde? Alors, donc là, parce que moi, on m'a donné un scénario, avec des questions à suivre. Et pour l'instant, Pauline et Sarah n'ont rien suivi du scénario. Donc moi, j'avais un ordre de questions, je dis très bien. Je vais enchaîner les concepts comme ça. C'est construit selon un certain ordre. Mais je trouve ça très bien comme ça. Mais je trouve ça très bien. Alors, je vais, donc pourquoi, comment j'en suis venu à cette question de l'appartenance au monde, de l'éthique cosmopolitique, et donc peut-être partir de ce que j'appelle une éthique cosmopolitique. L'éthique cosmopolitique, c'est d'abord une politique. Et c'est une politique qui part du principe qu'elle doit être articulée ou qu'elle doit pouvoir recevoir des injonctions d'ordre éthique. Ma conviction profonde, c'est que ce que nous avons à repenser, ce qui s'impose très souvent de façon urgente, et tout un tas de questions nous le rappellent régulièrement, c'est l'articulation de l'éthique et de la politique. Mais l'articulation de l'éthique et de la politique, c'est quelque chose évidemment de très difficile à penser, parce que s'il s'agit avec cette éthique d'une morale particulière, que ce soit une morale confessionnelle ou autre, cette morale particulière qui serait articulée réintroduit de la violence là où elle prétendrait l'écarter. C'est-à-dire si c'est une morale particulière qui a ses propres formes d'exclusion, tout le monde n'est pas censé se reconnaître dans ses principes, alors à ce moment-là, articuler la politique à une morale particulière, c'est évidemment une source de problèmes, voire de violence potentielle. Donc cette éthique qui interpelle la politique, c'est une éthique qui ne peut être que radicale et que universelle. Et je l'ai, pour ma part, fondée sur un principe, qui est celui que vous avez rappelé, qui est la responsabilité du soin, de l'attention et du secours, qu'appelle pour tous
et de partout la vulnérabilité et la mortalité d'autrui. Alors, pour tous et de partout, c'est ce qui fait que cette éthique politique, que cette relation entre l'éthique et la politique, est une relation éthique-cosmopolitique. Parce que là où la politique va faire des différences, ce qu'ont en commun, dans le fond, et la politique et l'éthique, c'est de nous protéger de la violence. Il y a de l'éthique parce que nous sommes des êtres vulnérables et mortels qui entretiennent entre eux des relations qui peuvent être une source de violence, relations intimes, relations non intimes, etc. Et il y a de la politique aussi parce que nous avons besoin d'institutions pour nous protéger, parce que nous ne sommes pas capables d'assurer toute notre protection nous-mêmes. La seule différence, c'est que la politique, si elle a pour fonction de protéger de la violence, c'est ce qu'on attend d'une politique éducative, qui nous protège de la violence propre aux inégalités des chances, aux inégalités de conditions. C'est ce qu'on attend, ce qu'on devrait pouvoir attendre d'une politique économique et sociale. C'est ce qu'on attend d'une politique de l'environnement. C'est ce qu'on attend évidemment d'une politique de santé, etc. Donc il y a, dans tous les domaines dans lesquels est investie la politique, on peut dire que la politique a une fonction, comme ça, de protection contre la violence. La seule différence, c'est qu'évidemment, cette politique-là, cette protection-là, comme on le sait, elle s'exerce de façon inégale, elle s'exerce en produisant ses propres formes d'exclusion, en produisant ses propres frontières. Elle est limitée. Elle fait des différences. Elle passe son temps à faire des différences. C'est pas le cas de l'éthique, justement. L'éthique ne peut pas partir du principe qu'elle fait des différences. Donc l'éthique, dans la protection qu'elle assure, ne peut être que universelle. Donc, principe éthique fondamental, la responsabilité du soin, du secours et de l'attention qu'exige pour tous et de partout la vulnérabilité de la mortalité d'autrui. Et la mortalité d'autrui. Comment j'en suis arrivé à ce principe? Mon point de départ, il y a maintenant plus de 25 ans, ça a été la déconstruction des appartenances. Là où il y a des philosophes qui sont des analyses, des penseurs de la subjectivité du jeu, moi je me suis intéressé toujours aux constructions philosophiques, politiques, imaginaires, fantasmatiques du nous, de la première personne du pluriel. Nous qui parlons la même langue, nous les Français, nous qui nous retrouvons dans la même culture, nous les Européens, etc. Et le fil conducteur de mon travail, c'était toujours une déconstruction de ces formes d'invocation de l'appartenance en tant qu'elles sont toujours effectivement des sources d'exclusion et qu'elles sont, comme on le sait, potentiellement violentes et potentiellement meurtrières, en tout cas qu'elles peuvent être une source de violence. Moi, je dis toujours que les philosophes ne sont évidemment pas étrangers au temps dans lequel ils vivent, qui sont toujours contemporains d'événements qui les marquent. Pour les gens de ma génération, nés donc au tout début des années 1960, commençant à faire leurs travaux au début des années 90, il y a deux événements évidemment marquants qui le rappellent ce que je dis là. C'est la guerre dans les Balkans, le retour de la purification ethnique en Europe, à quelques milliers de kilomètres à peine d'ici, et puis le génocide rwandais. Les années pendant lesquelles j'écrivais ma thèse, ce sont les géographies, donc ce livre qui est devenu après les géographies de l'esprit, ont été marquées, voilà, par ces formes de violence extrême. Et j'en suis arrivé à la conviction que je garde toujours et qui est très présente encore dans le livre L'épreuve de la haine, c'est que toute forme d'identification, toute forme d'invocation de l'identité, toute forme de construction de l'identité est toujours une source de violence potentielle et potentiellement meurtrière. Simplement, une fois qu'on a déconstruit toutes ces formes d'invocation de l'appartenance, qu'on en a construit, qu'on en a démonté en quelque sorte les mécanismes,
il en reste un ultime, un syntagme ultime. C'est nous les mortels. Qu'est-ce que ça veut dire appartenir au même monde? Qu'est-ce qui est, dans le fond, le dénominateur commun de l'appartenance au monde? C'est-à-dire, qu'est-ce que je sais de tout individu que je croise, de tout être vivant que je croise, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, ça, avant de savoir quoi que ce soit de lui? Je sais deux choses. Je sais qu'il est mortel et je sais qu'il se sait mortel. Il y a une seule expérience qu'on est seul, absolument certain de partager avec tout autre être humain, c'est le savoir de la finitude. Il y a un savoir commun à toute l'humanité, c'est le savoir de la finitude. J'ai coutume de dire que l'existence comporte comme ça des points aveugles. Il y a un point aveugle dans l'existence qui est extrêmement déterminant, c'est le savoir de la finitude. Personne n'est capable de reconstituer. On a évidemment tous, on peut remonter, reconstituer dans son enfance, dans sa petite enfance, des premières expériences de la mort. C'est-à-dire la mort des grands-parents ou des arrière-grands-parents ou la mort d'un voisin ou la mort. On a tous évidemment des expériences initiales de la mort. Mais ces expériences initiales de la mort ne correspondent pas forcément au savoir de la finitude. C'est-à-dire au savoir que le savoir de la finitude, c'est le savoir que d'une part on est soi-même mortel, mais qu'en plus tout autre être humain, à commencer par ses parents, mais pas seulement, tout autre être humain l'est également. Et donc, réfléchissons, après avoir déconstruit toutes les formes d'appartenance, réfléchissons sur cette ultime forme de l'appartenance qui est l'appartenance au monde. J'en suis arrivé à cette, il ne faut pas être très, pas besoin d'être très savant pour arriver à ça, à cette idée que dans le fond notre appartenance au monde, si on voulait lui reconnaître un sens, elle était forcément fondée sur ce seul savoir commun qui est le savoir de la mortalité. Et donc c'est en essayant de réfléchir à ce qui liait donc l'appartenance au monde et le savoir de la mortalité que j'en suis arrivé à ce principe que si notre appartenance au monde avait un sens, si elle n'était pas abstraite, si on voulait donner un sens à l'idée même d'humanité, ou d'appartenance à une même humanité, elle ne pouvait prendre la forme que de cette exigence éthique radicale du soin, de l'attention et du secours qu'appelle pour tous et de partout la vulnérabilité et la mortalité d'autrui. Mais bien évidemment, cette responsabilité-là, c'est une responsabilité théorique. C'est une responsabilité radicale théorique que personne n'est en mesure d'exercer. C'est-à-dire qu'il y a, et autrement dit, nous avons, dans notre façon de vivre tous les jours, dans l'exercice pratique de la responsabilité qui nous définit au quotidien, nous ne cessons de faire des transactions avec ce principe théorique absolu. Donc nous vivons en réalité, et c'est ça qui définit la condition humaine, c'est ça qui définit la condition humaine, nous vivons dans une faille entre la responsabilité théorique qui nous enjoindrait d'être responsables du soin, du secours et de l'attention qu'exige de partout et pour tous la vulnérabilité et la mortalité d'autrui, et le fait que, dans notre pratique quotidienne, évidemment, nous ne cessons de transiger avec ce principe. Nous ne cessons de l'éclipser. Ça commence à la porte de chez soi, ça commence dans la rue, ça commence à dire que nous accommodons, en réalité, de mille et une formes de vulnérabilité que nous croisons au quotidien, et pour lesquels nous ne sommes pas en mesure d'exercer une responsabilité. C'est la condition humaine, ça définit notre appartenance au monde et c'est probablement aussi le sens même de la finitude. Donc voilà comment je suis arrivé à ce principe. Une citation de Dostoïevski pourrait résumer ce que vous venez d'évoquer. Nous sommes tous coupables de tout et de tous devant tous. Mais comment en faire, comme vous dites, qu'en pratique, ça ne soit...
Alors d'abord, c'est compliqué cette idée de la culpabilité. C'est pas non plus c'est typiquement une question qu'on me pose très souvent. Est-ce que ça définit dans le fond une forme de culpabilité? Si ça définit une forme de culpabilité, d'abord c'est une culpabilité universelle. Elle ne fait pas de différence entre des coupables et des innocents. Même si évidemment cette faille que j'appelle entre la responsabilité théorique et la responsabilité éthique, c'est ce que j'appelle le consentement meurtrier. Ce que j'appelle le consentement meurtrier, c'est exactement, c'est l'ensemble des transactions que nous faisons tout le temps avec ce principe absolu, ce principe d'éthique radicale. Mais évidemment, il y a mille et une formes différentes de consentement meurtrier. C'est pas du tout la même que d'être un peu, malgré soi, conduit à fermer les yeux et à se boucher les oreilles sur telle ou telle forme de violence, que d'y participer activement. Il y a mille et une formes donc de consentement meurtrier, et il est évidemment important, indispensable de les distinguer. Mais ce que j'appelle consentement meurtrier ne vise pas à faire de différence entre des coupables et des innocents. Il définit plutôt une modalité fondamentale de notre appartenance au monde, et il définit, dans le fond, il est une des dimensions de la condition humaine. Si on accepte de considérer que la condition humaine suppose qu'on se reconnaisse une appartenance au monde, qu'on n'enferme pas la condition humaine dans des limites étroites. Toutes ces réflexions que je vous propose aujourd'hui et qui animent tous ces livres partent quand même au départ d'une critique du nationalisme, d'une critique de toutes ces formes de repli identitaires, nationaux, etc. Et tente de livre en livre de s'expliquer avec ce que pourrait signifier, ce que pourrait vouloir dire une conscience cosmopolite. Si on se reconnaît une conscience cosmopolite, comme le faisaient les stoïciens, comme ça, alors qu'est-ce que ça veut dire? Comment le penser? Et je pense que la seule façon de le faire, c'est de commencer par reconnaître avec lucidité le consentement meurtrier comme une des formes inéluctables de notre appartenance au monde. Alors maintenant, est-ce que ça fait de nous, est-ce que ça doit faire de nous des êtres... Là, vous m'avez branché, vous allez avoir du mal à me débrancher, je vous préviens. Alors, est-ce que ça fait de nous des êtres résignés? Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que ça doit nous dire, bah oui, mais alors après tout, si on y est forcément dedans, si on est toujours dans cette faille-là, est-ce qu'il y a rien à faire? Ben non, je crois que la place de l'éthique et de l'éthique cosmopolitique, c'est justement... Elle décrit l'ensemble des réponses, c'est ça que j'appelle l'éthique cosmopolitique, l'ensemble des réponses qu'il est possible d'apporter pour habiter la faille. On ne sortira pas de la faille, mais on sera toujours dans ce décalage entre cette responsabilité éthique radicale, théorique, et l'exercice pratique de la responsabilité qui définit au quotidien notre engagement. Mais c'est pas pour autant qu'il faut rien faire. Cette faille, il appartient à chacun de l'habiter, et c'est ça l'éthique. C'est ça l'éthique. Au-delà de l'éthique, du principe éthique radical, l'exercice éthique. Alors il y a plusieurs, donc dans le consentement meurtrier, il identifie, décline un certain nombre de réponses possibles. Il y en a essentiellement 4, mais la liste n'est pas exhaustive. Ce sont les 4. Il y a d'abord la révolte. C'est une énorme différence de ne ressentir et de n'exprimer aucune forme de révolte devant l'injustice, la misère, des inégalités insupportables, etc., et de la manifester et de l'exprimer. Donc, au sens de Camus, de l'homme révolté, l'expression et la manifestation de la révolte est une façon d'habiter la faille. Il y a aussi quelque chose auquel je crois beaucoup, c'est un terme qui a un peu disparu du vocabulaire philosophique, mais qui mériterait en tout cas qu'on lui redonne sens, c'est la bonté. C'est la bonté, la bonté qui s'exerce au quotidien, ces gestes de bonté. Il y en a plein d'exemples. Après, puisque je pense que vous allez me faire parler tout à l'heure un peu de la violence et de la non-violence, etc. Il y a
des manifestations de... Moi, je pense à tous les engagements associatifs, je pense à toutes ces formes de soins, de secours et d'attention, justement, qui se pratiquent au quotidien auprès des êtres les plus fragilisés. Ça existe bien évidemment au sein de l'institution, des institutions médicales, hospitalières, etc. Je suis persuadé que vous auriez beaucoup de gens ici auraient beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Donc la bonté au sens que lui donne le philosophe qui a donné aujourd'hui un sens très fort à la bonté, c'est Emmanuel Lévinas, qui a redonné droit. Et puis aussi, vous savez, j'en parle très longtemps dans le Consentement meurtrier, il y a un très long chapitre qui est consacré. Lévinas, à la fin de sa vie, dans les dernières années de sa vie, il y a un roman sur lequel il est tout le temps revenu, qu'il a lu et relu et qui cite, lui qui citait pas beaucoup de littérature, qui citait très rarement les romanciers, mais qui était en même temps imprégné de grande culture russe, c'était sa culture, pas la seule d'ailleurs, mais il avait comme ça gardé de sa jeunesse et de son enfance cette culture. Il avait été absolument bouleversé par ce livre que peut-être certains d'entre vous ont lu et qui avait été un événement littéraire majeur quand il a enfin été publié depuis les années 80, qui est le livre de Vassili Grossman qui s'appelle Vie et Destin. Le grand roman de Vassili Grossman qui s'appelle Vie et Destin. Et dans ce roman, il est très souvent question de la bonté. C'est une fresque incroyable qui se passe autour de la bataille de Stalingrad et qui est un livre qui, pour la première fois, vraiment faisait la comparaison entre les deux grands systèmes totalitaires du XXe siècle, puisqu'il y a à la fois des scènes et des chapitres entiers qui se passent en Allemagne et notamment au camp d'Auschwitz, et puis beaucoup de scènes aussi au Goulag, dans la Russie stalinienne, etc. Donc c'est un très très grand livre, c'est peut-être le guerre-épée du XXe siècle. Et Grossman et Lévinas étaient fascinés par ce livre, et dans ce livre, à plusieurs reprises, Lévinas lisait toujours les mêmes chapitres, et c'est des chapitres qui se concentrent sur justement ces gestes de bonté, qui sont des formes d'exercice de la responsabilité dans des conditions extrêmes comme celles qui font la trame de ce livre. La troisième façon d'habiter la faille, et évidemment ça c'est la responsabilité des intellectuels, mais pas seulement, c'est la critique, évidemment. Parce que la violence ne vient jamais de nulle part. La violence, elle a des images qui la construisent, elle a des discours qui la construisent, elle a des théories qui la construisent. Elle a des théories qui la justifient, qui font tout pour la rendre acceptable. Et donc, il y a une responsabilité, il y a une façon d'habiter la faille qui est cette forme de vigilance critique qui, à mon avis, est l'une des responsabilités premières de l'intellectuel. Et puis, il y a encore une autre forme de réponse qui me semble extrêmement importante, qu'est la honte, qui est la manifestation et l'expression de la honte. Il y a j'en parle beaucoup dans ce livre Le Consentement meurtrier à propos de Hiroshima et des victimes d'Hiroshima. À quelques années d'écart, le grand écrivain Kenzaburo Oe, le grand écrivain japonais, et le grand philosophe autrichien Günther Anders, tous les deux infatigables militants contre le nucléaire et contre la bombe atomique, se rendent à Hiroshima pour rendre visite aux survivants, enfin participent à des congrès, à des à Hiroshima. Et l'un et l'autre, qui pour l'instant ne connaissaient pas les travaux de l'un ou de l'autre, à quelques années, expriment que le seul sentiment légitime qu'il leur était possible d'exprimer et de manifester tout. Alors ils étaient là dans des délégations, donc avec des gens venant de tous les horizons du monde entier. Le sentiment universel, le sentiment légitime, le seul sentiment légitime qu'il leur semblait possible d'éprouver, c'était un sentiment de honte. C'est important. Et ça fait une différence, évidemment. Ça fait une différence. Pourquoi est-ce que... et là, nous l'avons vu
c'est tellement important, nous le savons tellement que c'est un sentiment qui appartient à une certaine façon d'habiter la faille que je vois au moins deux, c'est bien plus que des événements d'ailleurs, enfin euh, deux dimensions comme ça de notre appartenance au monde de ces dernières années, de ces 3 dernières années qui nous l'ont rappelé. Pourquoi avons-nous et pourquoi éprouvons-nous quand même malgré nous, ou éprouvons-nous un sentiment de honte lorsque nous recevons au quotidien des nouvelles de la crise des réfugiés, des disparus en Méditerranée, des noyades de la mort Égée, dans la mer Égée, etc. De tous ces centaines de milliers de gens jetés sur les rues et connaissant une errance sur les routes d'Europe que on n'imaginait pas revenir d'actualité un peu plus de 75 ans, 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et pourquoi aussi avons-nous un sentiment de honte devant l'impuissance de l'Europe, de la communauté internationale à enrayer, à avoir mis un terme, à avoir évité ce qui s'est passé en Syrie depuis 2 années, c'est-à-dire le massacre de tout un peuple par un dictateur sanguinaire et ses alliés. Donc la honte, c'est aussi une façon de répondre de la violence, de répondre à la violence, comme l'est la révolte, la bonté, comme le sont la révolte, la bonté et la critique. Là, faut que je vous laisse parler un petit peu quand même, parce que Donc, pour revenir à Vassili Grossman que vous venez de citer, c'est également la conclusion de votre dernier livre. Si on se demande d'où vient cette responsabilité, pourquoi nous devons nous sentir responsables pour tous, ouais. Peut-être la réponse serait précisément dans le sentiment qu'on éprouve, ce qui est la honte, même qu'on ne peut pas faire quelque chose. Si on éprouve de la honte pour des victimes, ça veut dire que déjà il y a cette appartenance au monde, si on veille sur elle, ou si on a une forme de vigilance critique ou pas, on la ressent tous. Alors, pour citer la dernière page de votre livre, c'est la citation de Grossman. Vous voulez la lire ou que je la lis moi? Alors c'est quoi? C'est la citation. Ah non, c'est pas ça. Ah ben non, c'est pas ça que je pensais moi. C'est pas du tout à ça que je pensais. Ah ben c'est à la citation avant que je pensais. vous prenez la citation. Moi je prends la citation et puis vous prenez après la citation sur cette question du monde en fait. Et pourquoi parce que pourquoi devrait-on se sentir pourquoi devrait-on étendre cette responsabilité du soin, de l'attention et du secours qu'appellent la mortalité et la vulnérabilité à tout autre? Eh bien parce que tout autre est le monde à lui tout seul. Parce que la singularité d'autrui signifie qu'il est le monde à lui tout seul. Et ça, je l'ai compris en lisant Vie et destin de Vassili Grossman. Il y a un chapitre qui a été une illumination pour moi, et autour duquel ensuite s'est reconstitué le livre, à tel point que ce passage-là, qui était quand même une clé de voûte, je l'ai repris tout à la fin, effectivement, du dernier livre, L'épreuve de la haine, et je vais vous lire ce passage parce que je crois que c'est un texte qui me continue de me nourrir. C'est un texte qui dit très bien, dans le fond, les choses autour desquelles je tourne, qui sont le rapport entre l'appartenance au monde, la liberté et la mortalité. Et je vous cite ce passage, évidemment, qui a une résonance tout à fait particulière entre les murs d'un hôpital. L'homme meurt et passe du royaume de la liberté à celui de l'esclavage. La vie, c'est la liberté. Aussi le processus de la mort est-il le processus de l'anéantissement progressif de la liberté. La conscience faiblit, puis s'éteint. Les processus vitaux de l'organisme continuent un certain temps après la disparition de la conscience. La circulation sanguine, la respiration, les échanges cellulaires continuent à s'effectuer.
mais c'est un recul irréversible vers l'esclavage. La conscience s'est éteinte, la flamme de la liberté s'est éteinte. Les étoiles se sont éteintes dans le ciel nocturne. La Voie lactée a disparu. Le soleil s'est éteint. Vénus, Mars et Jupiter se sont éteints. Les océans se sont figés, les millions de feuilles se sont figées, et le vent a cessé de souffler. Et les fleurs ont perdu leur couleur et leur parfum, le pain a disparu et l'eau a disparu. La fraîcheur et la chaleur de l'air ont disparu. L'univers qui existait en l'homme a cessé d'être. Cet univers ressemblait de manière étonnante à l'autre, l'unique, celui qui existe en dehors des hommes. Cet univers ressemblait de manière étonnante à l'univers que continuent de refléter des millions de cerveaux vivants. Mais cet univers avait ceci de particulièrement étonnant, qu'il y avait en lui quelque chose qui distinguait le parfum de ses fleurs, le ressac de son océan, le frémissement de ses feuilles, les couleurs de ses granites, la tristesse de ses champs sous une pluie d'automne, de l'univers qui vivait et qui vit en chaque homme, et de l'univers qui existe éternellement en dehors des hommes. Son unicité et son originalité irréductible constituent l'âme d'une vie, sa liberté. Le reflet de l'univers dans la conscience d'un homme est le fondement de la force de l'homme, mais la vie ne devient bonheur, liberté, valeur suprême que lorsque l'homme existe en tant que monde, que personne jamais ne répétera dans l'infini des temps. Ce n'est qu'à cette condition qu'il éprouve le bonheur de la liberté et de la bonté, en trouvant chez les autres ce qu'il a trouvé en lui-même. Donc c'est un texte qui se trouve dans un passage particulièrement terrible de vie et destin. C'est une pause narrative qui se passe juste après un chapitre terrible qui raconte la progression d'une femme et d'un enfant jusqu'aux chambres à gaz à Auschwitz. Il y a une pause dans la narration, il y a c'est un chapitre entier, voilà, qui est une pause méditative et qui dit exactement, dans le fond, ce que toutes les formes de violence cherchent à nier, ce que les violences totalitaires, génocidaires, tout autres, c'est-à-dire la singularité absolue de ce qu'elle détruit, qui est la singularité du monde même, que chaque individu singulier est à lui tout seul. Donc voilà pourquoi ce principe éthique radical de la responsabilité, du soin, du secours et de l'attention qu'appelle de partout et pour tous la vulnérabilité et la mortalité d'autrui. Donc voilà, c'est ça. Mais je suis désolé, parce que c'était autre chose que vous vouliez... Non, c'était justement cette citation qui menait à la conclusion, moi, je pense, la réponse que nous cherchons depuis le début. Quel fondement éthique trouver à la condamnation et au refus de la violence et de la haine. Du coup, c'est une telle fin. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, vous n'avez pas du tout suivi votre scénario. Alors là, c'est incroyable. Parce que moi, j'ai quand même bossé. J'ai annoté, j'ai pris là 2 heures pour prendre des machins pour répondre à leurs questions. Rien du tout. Non, mais je vous retiens toutes les deux, là, vraiment. Mais c'est très sympathique comme ça. Alors. Non, mais c'était pour faire partager. Enfin, je ne sais pas, peut-être d'autres pensées qui émanaient de la salle. Après, très bien. On peut continuer. Alors, vous m'aviez dit que c'était bien de laisser la parole à la salle quand même. C'est pour ça. En tout cas, merci beaucoup. C'est nous qui remercions. Merci beaucoup pour vos réflexions sur l'éthique, sur cette perspective de l'éthique cosmopolitique. Je vous suis très fortement dans la conviction que la mortalité des humains fait que nous partageons tous un destin commun, une condition commune, et que ceci peut fonder, effectivement, une idée que l'espèce, que l'individu et l'espèce, quand même, doivent se préserver des maux divers, X, des maux et d'autres espèces de violence que produisent la société. Je veux revenir aux politiques, sur la question du politique. Parce qu'entre l'idéal abstrait, impossible
mettre en œuvre complètement. Il n'y a pas de complétude possible, vous l'avez dit vous-même, dans l'acte individuel. Au niveau politique, c'est encore plus difficile. Il y a une contradiction fondamentale entre l'espace qui garantit les protections qui permettent potentiellement de préserver les individus de la violence, c'est-à-dire l'espace de la citoyenneté, qui sont des espaces qui, pour l'instant du moins dans l'histoire du monde, des espaces nationaux, dans l'histoire moderne. Et c'est seulement dans cet espace de citoyenneté où les individus ont de citoyenneté et donc de nationalité. Et je suis un antinationaliste, je me considère comme un cosmopolite. C'est dans l'espace national, dans l'espace de la nationalité, de la citoyenneté donnée par l'État-nation, que se définissent les droits qui protègent les individus potentiellement de la violence. Ce n'est que dans le cadre, pour l'instant, du moins de cette citoyenneté-là, que les individus ont le droit d'avoir des droits. Le droit d'avoir des droits. La discussion de Hannah Arendt et des autres sur les réfugiés pendant la Seconde Guerre mondiale qui n'avaient plus le droit d'avoir des droits. Comme aujourd'hui, nos réfugiés venant de Syrie et ailleurs n'ont pas le droit d'avoir. Et le problème politique, en dehors des violences qui sont des violences des rapports de pouvoir et de violence dans les sociétés nationales elles-mêmes, de traduire institutionnellement des protections au niveau mondial, au niveau transnational, est une question très difficile. Donc, entre votre frontière normative, que je partage, cette frontière normative transnationale, et de l'autre côté, les réalités de la segmentation du monde, le problème politique reste entier. Oui, alors, regarde, je pourrais répondre à la question. C'est une question évidemment très intéressante. L'idée, la traduction d'une éthique radicale de cet ordre en termes politiques, elle se heurte à plein d'obstacles. Elle se heurte à plein d'obstacles, mais ce n'est pas une raison pour ne pas ni la penser et pour renoncer à toute injonction d'ordre éthique. Elle se heurte à des obstacles de nature différentes. C'est d'abord les intérêts propres de la politique qui ne sont pas les mêmes que le souci éthique du monde, on va dire. Bon. Il y a un décalage entre le souci éthique du monde qui fonde cette responsabilité et les intérêts politiques. Au titre de ces intérêts politiques, il y a évidemment la question fondamentale de la souveraineté. Il y a la question fondamentale de la souveraineté. Donc l'un des obstacles majeurs quand même, à toute forme d'éthique cosmopolitique, c'est le poids des souverainetés. C'est le poids des souverainetés et c'est la faiblesse des institutions et des organisations internationales. C'est-à-dire que, bien évidemment, l'histoire du XXe siècle a été marquée par la mise en place à plusieurs reprises d'organisations et d'institutions internationales. Ces institutions et ces organisations internationales sont évidemment capitales, mais elles sont insuffisantes. On voit bien aujourd'hui, par exemple, l'impuissance de l'ONU, et ça ne date pas d'hier, à intervenir dans des conflits majeurs, etc. Les règles de fonctionnement de l'ONU, le Conseil de sécurité, etc., font que, effectivement, l'ONU est dans la plupart des cas impuissante à enrayer des déchaînements de violence extrême comme ce qui se passe en Syrie, comme le génocide rwandais, comme les massacres de Srebrenica, etc. Donc c'est vrai que si on devait penser que si il y avait quelque chose pour une éthique cosmopolitique de ne pas rester un vœu pieux ou de ne pas rester d'ordre formel, ça passerait forcément par une réforme des institutions internationales, par une refonte, réforme, renouvellement des institutions internationales. Ça ne peut pas se faire autrement. Mais en même temps, ce que je pense par ailleurs, c'est que
l'éthique cosmopolitique ou reste une absolue nécessité, parce que si on y renonce, si on dit mais ça n'a pas de sens, c'est abstrait, c'est idéaliste, c'est un vœu pieux. Alors qu'est-ce qui s'oppose? Qu'est-ce qui va venir s'opposer? Qu'est-ce qui va venir ne serait-ce que opposer un autre discours à celui de là? C'est une voie, celle de l'éthique. Celle de l'éthique, c'est une voie. D'abord, elle existe déjà, hein, elle existe. C'est une voie qui reste absolument. C'est une voie intempestive, toujours. Comme l'était, on n'a pas beaucoup parlé de ces grandes voies dont, qui font la trame d'une bonne partie du livre L'épreuve de la haine, et c'est sur le refus de la violence, parce qu'il y a de très longs développements autour de Romain Rolland, autour de Gandhi, Martin Luther King et Nelson Mandela, Desmond Tutu. Lorsque Romain Rolland, au début de la guerre de 1914, s'oppose radicalement à la guerre, dénonce toute l'idéologie guerrière qui précipite l'Europe à la classe. C'est une voie intempestive, c'est une voie qui clame dans le désert. Et est-ce que ça veut dire que cette voie n'était pas nécessaire? Lorsque, au lendemain de la Première Guerre mondiale, il proteste contre le traité de Versailles, etc. C'est pareil. Lorsque Martin Luther King, à la fin des années 50, dit « Je vais obtenir les droits civiques pour les Noirs américains par le biais de la non-violence, en appliquant les méthodes utilisées par Gandhi », c'est aussi une voie intempestive. Personne n'y croit. Il l'a fait. Ça ne veut pas dire que le problème a été résolu. On sait, on en a encore la preuve aujourd'hui, que les États-Unis sont gangrénés par un racisme endémique dont ils ne sont pas prêts de sortir. Mais quand même, la situation, je parle beaucoup dans ce livre de la situation des Noirs dans les années 20-1930 à un moment, et la situation des Noirs aux États-Unis aujourd'hui, même si elle reste extrêmement compliquée, gangrénée par des formes de misère, n'est pas la même que dans les années 20-1930, ou encore que dans les années 50 et 60. C'est pas non plus les mêmes formes de racisme. Lorsque Desmond Tutu et Nelson Mandela font au début des années 90 le pari qu'ils vont sortir l'Afrique du Sud de l'apartheid sans que ça tourne au bain de sang, en mettant en place la commission Vérité et Réconciliation à laquelle je consacre de très très longs développements aussi dans l'épreuve de la haine. C'est aussi intempestif. Donc je veux dire que bien évidemment que la voie de l'éthique est toujours une voie intempestive. Mais si elle disparaît, qu'est-ce qui reste? Si elle disparaît, qu'est-ce qui reste? Et s'il disparaît, c'est à ce moment-là l'idée que rien ne peut s'opposer à la violence. Que rien ne peut s'opposer aux mensonges, aux fictions, aux images qui la construisent, etc. C'est une forme de nihilisme absolu. C'est le consentement meurtrier généralisé. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça menace pas, ça ne veut pas dire que c'est pas quelque chose qui appartient même aux menaces de notre temps, mais voilà. Donc, ma conclusion, c'est que nous avons besoin aujourd'hui, confrontés à l'idée que la violence est inéluctable, qu'elle est une nécessité, qu'elle est une loi de l'histoire, qu'on ne peut, dans le fond, choisir qu'entre deux formes de violence, comme le pensait Merleau-Ponty au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et ça. Que l'idée dont nous avons besoin, c'est de développer une culture de la non-violence par tous les moyens. Et elle existe déjà, dans le fond. Il faut juste la reconnaître, il faut juste la faire. Donc voilà, je crois fondamentalement à ça. C'est-à-dire aujourd'hui qu'on est à un moment de l'histoire où, dans le fond, il est important de faire entendre à nouveau ce genre de principe, de voix, de faire valoir cette culture contre l'enfermement dans une culture de la violence qui nous semblerait absolument inéluctable et constituer une loi de l'histoire. Je suis toujours beaucoup trop long. Question? Moi, je veux bien dire un petit mot. D'abord, excusez-moi, je ne connais pas vos ouvrages. Vous n'êtes pas le seul. Je vous rassure tout de suite. Même si. Oui, mais on va connaître maintenant. La discussion qui vient d'avoir lieu m'a fait penser à un exemple dans lequel les institutions internationales ont donné des droits en disant que SIDA, les malades du Sud
ont droit au même traitement qu'au Nord. Je prétends qu'on ne le fait pas. J'ai quelques arguments pour dire qu'on a créé de très grandes inégalités par cette attribution de droit. Mais il y a quelque chose du côté des institutions internationales. Et ça m'a fait penser à un grand débat entre Rawls et Sen. C'est-à-dire que si on essaye de voir quel type d'institution pourrait éventuellement inclure certains principes éthiques dans la pratique des sociétés, Rawls dit qu'il faut des institutions justes et elles vont prendre des décisions justes et chacun les reconnaîtra. Sen dit on n'a pas besoin de tout ça. Il dit un peu dans chaque réseau de sociabilité, devant sa porte, comme vous disiez tout à l'heure, on peut identifier les situations injustes et y trouver une solution, y apporter une solution locale. Et on peut imaginer à partir de là un emboîtement de cellules professionnelles, religieuses, familiales, etc., et puis régionales, et puis nationales, et éventuellement internationales. Est-ce que vous avez un penchant? Oui. Merci. Lequel? Ah oui, je me sens beaucoup plus proche de la partie saine que de Rawls. Je trouve que c'est un très grand livre, le livre de Rawls. C'était un livre majeur, c'est une réflexion sur la justice qui est majeure, inspirée de grands principes kantiens, etc. Mais je me sens beaucoup plus proche des analyses, effectivement, et parce que lorsque je veux donner droit à une culture de la non-violence, cette culture de la non-violence, c'est une culture qui est de réseau local, comme ça, qui se multiplie. Elle vient pas du ciel, elle n'est pas transcendante. Voilà. C'est-à-dire que même si dans toutes ces réflexions, je fais valoir donc ce principe d'éthique radicale que j'ai rappelé tout au long de la soirée, il ne sert ce principe qu'à décrire la faille dans laquelle nous vivons, mais la façon d'habiter cette faille qui passe, je le crois aujourd'hui, par le développement d'une culture de non-violence, évidemment qu'elle se fait par le biais d'associations, voilà, c'est l'affaire de tous. Et dans l'affaire de tous, elle se fait là où elle se produit. Donc voilà. Et vous-même, vous êtes le préféré Rawls ou Sen? Ben voilà, ça me semblait bien vous entendre. Vu les prémices de votre intervention, je me disais que ça me semblait, ça ne m'étonne pas. Il y a une autre question. Laure? Merci beaucoup pour cette généalogie de vos concepts fondamentaux, c'est très frappant. Moi j'avais une question à vous poser que j'ai déjà en partie posée, mais je voudrais vous reposer, qui porte sur le statut d'identité en fait. C'est-à-dire que l'identité, dans sa dimension collective, elle appelle d'une certaine façon la violence. Mais moi la question que je me posais, c'est que finalement la violence au niveau singulier, elle détruit aussi notre identité. Dans la violence scolaire, on détruit l'identité d'un élève, son rapport au savoir. Dans la violence conjugale, on détruit l'identité d'un partenaire. Dans la violence sexuelle, on détruit l'identité que j'ai dans mon rapport à mon corps. Donc je me demandais, il y a une distinction qui me paraît fondamentale. Oui, vous avez vraiment raison de la poser, et donc je veux immédiatement dissiper un malentendu. C'est pas l'identité qui est une source de violence, c'est l'identification. Ce qui est une source de violence, c'est la réduction de l'identité, c'est la caractérisation de l'identité, c'est l'enfermement de l'identité. Moi, je pars du principe que tout individu a besoin de se reconnaître une identité. C'est un besoin fondamental de l'existence humaine. Personne ne se définit comme un être abstrait. Il a besoin de se reconnaître une appartenance. Sauf que cette appartenance, elle est plurielle. Sauf qu'elle ne se réduit jamais, elle ne se réduit jamais à quelque identification que ce soit. Donc voilà. Alors après, il y a un moment, il y a effectivement un long chapitre dans l'épreuve de la haine, celui qui justement va repasser par Martin Luther King, etc., où je reviens là-dessus. J'appelle ça le double piège de l'identité. Le double piège de l'identité, c'est quoi?
c'est soit celui de l'identification, c'est soit celui de la dénégation de l'identité. Quand vous regardez, quand vous lisez toute la littérature des écrivains noirs américains des années 1920-1930, Richard Wright, James Baldwin, etc., ce qu'ils décrivent très bien, c'est que la haine de l'autre, cette forme de ségrégation, de manifestation qui était la haine de l'autre, produisait inéluctablement, au moment où ils en faisaient la découverte, hein, vous savez, il y a ce roman magnifique de Richard Wright qui s'appelle Black Boy, qui décrit vraiment la genèse, comme ça, du racisme dans la conscience d'un enfant. Et il y a un moment absolument magnifique dans le roman où il montre très bien comment la haine de l'autre produit la haine de soi, c'est-à-dire produit la dénégation de sa propre identité. Donc bien évidemment, ce qui est, c'est-à-dire, et là ce qui est en question, c'est pas l'identité des Noirs, c'est leur identification par le racisme qui produit la détestation de sa propre identité. Donc c'est bien le poison. Le poison, c'est pas l'identité. Le poison, c'est l'identification d'où qu'elle vienne. Ce sont toutes les instrumentalisations idéologiques, politiques, historiques de l'identité. Parce que pour répondre à la question, c'est-à-dire, je crois, effectivement, j'ai dit à un moment donné que une sorte de fil conducteur qui relie les livres les uns depuis 25 ans, c'est la déconstruction de la première personne du pluriel. Mais lorsque je déconstruis toutes les formes d'invocation du nous, ce que je déconstruis, c'est leur identification, c'est leur réduction. Parce que ce que je crois par ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de jeu qui ne puisse vivre autrement qu'articulé à un nous. Mais ce nous, il est pluriel, il est complexe, il ne se réduit pas à... c'est ce que j'appelle les identités hétérogènes. Dans le fond, ce qui pour moi, le poison, c'est la reconduction de l'identité à une origine singulière, à une homogénéité qui nie le fait que toute identité est, comme je l'ai dit à un moment tout à l'heure, relationnelle, c'est-à-dire qu'elle est la résultante de toute une histoire faite d'importation, de traduction, d'échanges, de relations, qui fait que l'identité, c'est un processus en devenir. L'identité est toujours en devenir. Et le principe de ce devenir, c'est effectivement des relations. Et l'effet de ces relations, c'est une hétérogénéisation de l'identité. Et ce que détruit l'identification, c'est ce processus-là, ce qu'elle ne veut pas reconnaître. Ce qui en fait la violence même, c'est de refuser que l'identité soit un processus en devenir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc une question qui me semble importante. Ah, c'est pas fini? Le reste, on va quelques minutes. Non, Si d'autres veulent pas. je vous écoute avec plaisir. Alors, donc, ce qu'on vient d'évoquer par rapport aux appartenances nationales et la nation qui devrait nous donner les droits et la protection, si aujourd'hui on vit une sorte de démocratisation de risque, comme le nomme Ulrich Beck, que ce n'est plus la nation ni la police ni les institutions qui peuvent assurer notre sécurité en cause des menaces terroristes qui sont si provisoires et répandues. En quoi ça change philosophiquement la référence pour la protection? C'est qui maintenant la protection contre la violence quand il n'y a pas une remède à cela? Ce n'est plus, comme vous avez évoqué les attentats qu'on a vécu ici en France, les êtres que la violence vise ici n'existent pas pour eux-mêmes. Les frères Kouachi n'ont pas eu une idée de leurs victimes, mais c'est juste le fantasme qu'ils représentent, qu'ils symbolisent. Et donc, comment contre ces attaques, quand il n'y a pas une nation des Français pour protéger les Français et d'autres? Alors, comment on se protège de la violence? Dans le cas où on ne peut plus attendre à la nation. Mais d'abord, quand il y a une démocratisation de risque, d'abord, il ne faudrait pas
renoncer au droit. C'est-à-dire que la protection contre la violence, elle est d'abord assurée en partie par le droit. Donc, lorsqu'on parlait tout à l'heure, pour répondre à la question de M. Kouloub, je parlais de la nécessité d'une réforme des institutions internationales. Il y a un droit international qui est un droit vivant, qui est un droit perfectible. Et dans le fond, il y a un travail des institutions. Il y a aussi un travail législatif qui fait que des nouveaux droits sont nécessaires. Donc il y a une fonction du politique quand même, une fonction du politique comme législateur, d'assurer des protections contre la violence, y compris au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Le droit de l'environnement, enfin dans tous les domaines de l'existant, dans tous les domaines dans lesquels l'action politique est requise, et l'action du législateur est requise, on peut dire qu'elle produit des droits qui sont une protection contre la violence. Maintenant, ce que je pense aussi, c'est que qu'est-ce que fait la violence? Qu'est-ce que fait la violence quand elle fait irruption dans la cité ou dans un espace? Puisque c'est plutôt à ça que vous faisiez allusion. Qu'est-ce que fait la violence? Elle introduit des passions négatives dans la cité. Et donc cette protection contre la violence, c'est aussi une protection contre les passions négatives qu'elle produit. C'est-à-dire la peur, la colère, des choses comme ça. Et là, évidemment, c'est là où on a besoin de quelque chose qui ne relève pas seulement de l'action de l'État, mais de l'action et de la responsabilité des citoyens, qui est ce que j'appelle une culture de la non-violence. Voilà. Et en même temps, comment se protège-t-on contre la violence? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'histoire de la protection contre la violence? L'histoire de la protection contre la violence, et c'est là où il faut croire dans la parole publique, dans la parole des intellectuels, dans les actions associatives, etc. L'histoire de la protection contre la violence, c'est l'histoire d'un recul du seuil de tolérance. C'est-à-dire que la violence, elle se produit, elle se déchaîne aussi à travers un certain nombre de formes de violence, justement, qui sont, pendant un temps indéterminé, tolérées. Et à un moment, elles deviennent intolérables. Et à un moment, elles appellent à la fois une prise de conscience collective et une action du législateur. C'est-à-dire, par exemple, dans l'espace scolaire, il y a un siècle, il y a des formes de violence qui étaient acceptées, qui sont devenues intolérables, qu'on n'accepterait plus. Dans l'espace de la famille, dans la sphère intime, il y a un tas de violences qui étaient sur lesquelles la société fermait les yeux. Il y a les violences conjugales, les violences parentales, etc. Elles sont aujourd'hui non seulement réprouvées par la conscience publique, et elles font aussi l'objet de... Donc c'est un travail conjoint de la législation et de l'évolution des consciences. Toute société... Alors ce qui est à redouter, évidemment toujours, c'est la réversion du seuil de tolérance. C'est que ça fonctionne à un moment dans un autre sens. Et c'est ça les périodes terribles de l'histoire. C'est quand des violences qu'une société avait progressivement réprouvées, parce que c'est le travail de la civilisation, et bien tout à coup redevient légitime, toléré, etc. Et c'est ça, donc le seuil de tolérance, malheureusement, il fonctionne dans les deux sens. Anna. Merci pour votre présentation. Et ça m'a fait penser la question de l'identification. Ça m'a fait penser à une question d'actualité. Parce que j'ai fait des recherches pour un sujet documentaire sur la question féminine et l'islam il y a quelques temps. Et j'ai rencontré des femmes musulmanes qui portent le hijab. Et
et en parlant avec elles, j'essaie de comprendre les raisons qui les ont amenées à porter l'hijab. Et ce sont des filles de 20 ans, entre 20 et 25 ans, qui fréquentent les universités que nous-mêmes nous fréquentons. Donc Pierre-Marie Curie, voilà, des universités à Paris. Et la première raison, après celle qui est religieuse, est celle de s'affirmer en tant que femme différente de la femme de culture chrétienne. La femme qui peut montrer ses seins, qui peut montrer ses cheveux et tout ça. Et il y a eu les fameux cas du burkini. Et le cas du burkini m'a fait beaucoup penser à la question identité-identification, parce qu'il a été interprété tout de suite par la police française comme un signe d'identification, c'est-à-dire de violence contre les lois de la laïcité. Et tandis que ces femmes, souvent, portent la question religieuse en première. Et donc, ils ne pensent pas à ça comme une identification ou une idéologie. C'est-à-dire, quelle est la limite entre identité et identification? Parce qu'il y a une interprétation de deux côtés qui est assez différente entre le fait de porter d'avoir un coutume religieux qui est identité religieuse et le fait de l'assumer comme une identification, donc quelque chose d'idéologique et de violent vis-à-vis de la loi de la laïque d'un pays. Mais là, l'identification, c'est quand vous interprétez de l'extérieur les raisons pour lesquelles une femme porte ou ne porte pas le voile. Je vais vous donner un exemple. J'étais, il y a quelques semaines, il y a un événement qui a lieu maintenant, qui s'est vraiment installé dans la vie culturelle marocaine, qui sont les nuits de la philosophie à Rabat et à Casablanca, qui font venir des milliers de jeunes. Et la 3e édition avait lieu au mois de novembre. Je suis allé pour faire la conférence d'ouverture et puis pour participer à plusieurs reprises à la nuit. Et à un moment, c'était à Casablanca, il y avait dans les jardins de l'Institut français une tente où des jeunes s'exprimaient librement. Et mes amis philosophes marocains et journalistes en même temps, leur passer le micro. C'était un incroyable moment d'expression libre de la parole. Et deux jeunes étudiantes d'une vingtaine d'années, peut-être même plus jeunes, lycéennes, se sont succédés à un moment parmi aux 20 ou 25 comme ça jeunes étudiants, étudiantes. Voilà. Et une première fille dit: ah mais moi, la première portait le voile. Et disait: moi je suis stigmatisée parce que je porte le voile. Et parfois on dit: mais comment toi qui es jeune, pourquoi tu portes le voile? Et l'autre disait: mais moi dans ma famille ou ailleurs je suis stigmatisée parce que je ne porte pas le voile. Voilà. Et on me dit: comment tu ne portes pas le voile parce que, etc., etc. Donc voilà, ce sera ça ma réponse à votre question. S'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie d'être venu et la prochaine séance sera avec Sandra Virginie de 19 juin.